Devenir maître de sa destinée. Une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. À l'ISEP, nous recevons la clé de Avec Maître Justin Dongbehoundé, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations, découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. pourvu de lumière et dans la plénitude. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Inonde les chantiers de lumière de chaque jour. Nous allons passer au premier sujet de réflexion. J'en ai prévu au moins 2 ou 3 pour ce jour. Personne ne vient en pèlerinage en Afrique. Suivez la vidéo. Le saviez-vous? Quand les Arabes vont en pèlerinage, ils vont dans les pays arabes. Quand les Juifs vont en pèlerinage, ils vont en Israël. Quand les Chinois vont en pèlerinage, ils vont en Chine. Quand les Indiens vont en pèlerinage, ils vont en Inde. Quand les Occidentaux vont en pèlerinage, ils vont en Occident, Vatican. Quand les rats vont en pèlerinage, ils vont dans un trou à rats. Mais quand la majorité des Africains vont en pèlerinage, ils vont à la Mecque, en Chine, au Vatican, en Inde, en Israël, etc. Aucun Juif, aucun Chinois, aucun Européen, aucun Indien, aucun Arabe, même aucun rat ne vient en pèlerinage en Afrique. C'est toujours les Africains qui se baladent naïvement comme des prostituées spirituelles à la recherche de Dieu. On se demande si c'est Dieu qui est perdu, ou si ce sont les Africains qui sont perdus. C'est bien là les signes d'un peuple égaré, déraciné, sans repère. L'embrouille, la confusion, la fuite identitaire, la diabolisation de sa culture et tradition, la célébration des ancêtres et traditions des autres, la haine de soi et de ses frères, l'amour pour les étrangers, etc. Pour ces Africains égarés, Dieu est partout sauf en Afrique. Ce n'est pas de leur faute. On leur fait croire depuis des générations que la religion ancestrale africaine, c'est la sorcellerie. Les pauvres y ont cru, alors que c'était juste une stratégie pour les éloigner de leur maison et venir les piller pendant qu'ils sont absents. Pendant qu'ils font le tour du monde, en pensée, en parole, par action et par omission, à la recherche de Dieu. Donc voilà. Alors le texte nous dit, je vais essayer de nous rappeler assez rapidement, quand les Arabes vont en pèlerinage, ils vont où? Ils vont dans les pays arabes. Et quand les Juifs, eux, ils vont en pèlerinage, ils vont où? Ils vont en Israël. Et quand les Chinois veulent aller en pèlerinage, ils vont où? En Afrique ou en Amérique? Non, ils vont en Chine. Et quand les Indiens décident d'aller en pèlerinage, ils vont où? Ils vont en Inde. Et les Occidentaux, ils vont en pèlerinage où? Au Vatican. Mais quand les rats veulent aller en pèlerinage, ils vont où? Dans un trou à rats. Ils ne vont pas dans un trou à serpents. Mais quand les Africains décident d'aller en pèlerinage, et ils se déplacent de chez eux pour aller où? À la Mecque, en Chine, au Vatican, en Inde, en Israël, et ils se tapent la poitrine après pour dire oh, je viens de la Mecque. Et là-bas, on les traite d'étrangers. Et on leur donne le titre de, vous connaissez, qui veut dire étranger. Quand on dit Al-Hajj ou Al-Hajja, c'est étranger en arabe. Mais aucun juif, aucun chinois, aucun européen, aucun indien, dit-on, aucun arabe, même pas un seul rat, ne vient en pèlerinage en Afrique. C'est ce que le monsieur est en train de nous dire. C'est toujours les Africains qui se baladent. Et il ajoute naïvement comme des prostituées spirituelles. Notez bien, prostituées spirituelles. Ils sont à la recherche de quoi? De Dieu. Et il ajoute, mais on se demande si c'est Dieu qui est perdu ou si ce sont les Africains qui sont perdus. C'est bien là les signes d'un peuple égaré, c'est sa réponse. D'un peuple déraciné, d'un peuple sans repère. L'embrouille, la confusion,
la fuite identitaire, la diabolisation de la culture et tradition, la célébration des ancêtres et des traditions des autres, la haine de soi et de ses frères. Ils font le tour du monde en pensée, en parole, par action et par omission, à la recherche de Dieu, comme je l'ai dit. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez réellement de ce sujet. La question n'est pas de savoir si ce qui est dit est vrai ou pas. La question est de savoir comment faire pour inverser la tendance, c'est-à-dire offrir aux Africains la possibilité d'aller en pèlerinage en Afrique. Je voudrais vous inviter à partager avec moi vos propositions en commentaire. Mais je voudrais, avant de passer au second sujet de réflexion de ce jour, vous inviter en fait à répondre à la question de savoir, est-ce que les Africains, tels qu'ils se comportent à ce jour, sont-ils des prostituées spirituelles selon vous? Tels qu'ils se comportent là, et tel que le sujet vient de nous le présenter, est-ce qu'ils apparaissent comme des prostituées spirituelles? Est-ce que les Africains apparaissent comme un peuple égaré? Troisième question à laquelle il faut m'apporter la réponse. Est-ce que c'est Dieu qui est perdu ou les Africains qui sont perdus? Puisque les Africains s'en vont à droite, à gauche, à la recherche de Dieu. C'est Dieu qui est perdu ou c'est les Africains? Et puis, la quatrième question. On dit que Dieu est partout. Est-ce qu'il est vraiment partout, sauf en Afrique? Est-ce que l'Afrique fait partie du monde, de cet univers, pour qu'on puisse dire Dieu n'est pas en Afrique? Vous allez essayer de m'apporter la réponse. Alors, il s'agit maintenant d'aborder le deuxième sujet de réflexion qui, certainement, vous diront un peu plus, qui vous dira un peu plus sur ce que nous sommes devenus en Afrique. Est-ce que nous sommes, oui ou non, un peuple à la recherche de notre puissance ou pas? Alors, nous allons essayer de regarder pourquoi ils dansent ainsi. Vous avez été certainement horrifié par cette scène macabre. Ça, c'est les Africains et les Africaines. Cette scène qui vient de passer sous vos yeux. Je vous dis, quand j'ai fait passer cette vidéo à une dame qui était à mon bureau il y a pas si longtemps, elle a ri avant de regretter son passé. Elle m'a dit, maître, qu'elle aussi, elle dansait comme ceux et celles que nous venons de voir. Et qu'elle a dansé comme ça plusieurs années durant, à la recherche de solutions à ses problèmes. Et puis, pour terminer, j'ai remarqué qu'elle a soupiré 3 fois. Et elle s'est tuée, un peu comme pensive. J'ai demandé, madame, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, ma maître, si vous voulez, je vais vous chanter une chanson. Les chansons que on les obligeait à chanter, et cela pour les guider dans cette manœuvre à la fois triste et révoltante. Je pense d'une danse. Et cette chanson, quand elle l'a fait, elle m'a envoyé ça. J'ai trouvé ça assez magnifique. Nous allons écouter ce que cette dame a dit dans cette chanson. Cette chanson donc que beaucoup de Béninois et Béninoises connaissent. Nous allons suivre ça ensemble.
me young conway, Mizzy, leg on a woman, Mizzy, leg on me young conway, Mizzy, to leg on a zombie, Mizzy, leg on me young conway, Mizzy, leg on a woman, Mizzy. Lega kando fumunde ya dede, lega kando fumunde ya dede, lega kando fumunde ya dede, lega na fu Jesu ya dede, ate kombo wa Jesu twe don lega na onu, ate alibu wa mawu twe don lega na onu. Ate kombo wa Jesu twe don legbana onu ati alibu wa mawu twe don legbana onu egba tondo wole ya dede egba no flu mawu bi ya dede egba tondo wole ya dede egba no flu Jesu ton dede ate kombo wa Jesu twe don legbana onu ati alibu wa mawu twe don legbana onu ate kombo wa Jesu twe don legbana onu ati alibu wa mawu twe don legbana onu Missy legba dodo, Missy legba dodo, Missy legba dodo, Missy legba dodo, Missy meyan dodo, Missy legba dodo, Missy legba meyan kan, Missy we legba no go, Missy legba meyan kan, Missy we legba no son, Missy legba meyan kan, Missy we legba no go, Missy legba dodo, Missy legba dodo, Missy legba dodo, Missy legba dodo, Missy àwọn bí dodo, Missy àwọn bí dodo, Missy legba dodo, Missy legba dodo, Missy legba meyan kan, Missy wẹ legba no son, Missy legba meyan kan, Missy wẹ legba no home, Missy legba meyan kan, Missy wẹ legba no home, Missy. Awete koli, awete koli, awete koli, koli koli, awete koli, koli koli, awete koli, atilelo, awete koli, ọmọ wele, awete koli, okulelo, awete koli, alegbalo, awete koli, enu jolowe lo, gbandudu na jolowe, awete koli, amadi jabo ẹnu tí mo pátá na jolo, awete koli, enu jolowe lo, gbandudu na jolowe, awete koli, atilelo, awete koli, ọmọ wele, awete koli, ọmọlelo, awete koli, ọnyakale, awete koli, oluwe. Yena honu we satana zamon gere buizo mabomen legba honu we na zamon gere buizo mabomen yena honu we jana zamon gere buizo mabomen legba honu we na zamon gere buizo mabomen tunu kono na izo mabomen Jesus bila na izo mabomen Jesus kola na izo mabomen tunu kola na izo mabomen Jesus kola na izo mabomen si bila na izo mabomen. Voilà, vous avez certainement dansé comme cette dame-là et je voudrais passer par ici pour lui dire merci de m'avoir fait cette promesse et de l'avoir honorée. Vous avez senti que ce n'est pas une production d'artiste, hein, elle est allée dans son milieu et puis elle s'est trouvée une dame à côté. Les deux se sont trouvés juste quelques instruments et puis ils ont réalisé ce que nous avons entendu. Je les remercie vivement et c'est la preuve que ce que nous faisons à l'ISEP, ça atteint des cœurs. Ça atteint des cœurs parce que le jour-là, elle a vraiment soupiré. Elle m'a dit, maître, mais quelle même elle a dansé comme cette dame-là. Elle a dansé. Elle a ajouté que quand elle finit de faire toute cette gymnastique au niveau de leur lieu de culte, mais quand elle rentre, elle est fatiguée. Et que ça lui arrive parfois aussi d'aller faire 41 tours
de ce qu'on appelle ici au Bénin Sodi. Le Sceau, c'est un peu comme une montagne, mais qui en réalité n'est pas une montagne. Ben, les gens ils essaient en fait donc de retenir un espace qu'ils dénomment Sodi. Et c'est des distances énormes qu'ils obligent donc les fidèles, ceux qu'ils appellent fidèles, à parcourir. Et qu'elle va faire ça 41 fois, toujours à la recherche du bonheur. Alors quand vous écoutez cette chanson, il y a deux éléments essentiels. Il y a l'Egba, donc qui n'est que le symbole de Satan, et il y a Jésus. Alors quand on dit Mézin l'Egba dodo, c'est-à-dire il faut forcément enterrer le Legba. C'est le symbole du malheur dans la mythologie romaine du christianisme. Alors, une fois que vous enterrez Legba, donc vous élevez Jésus. Alors, le reste de ce que vous avez entendu attire notre attention sur les mauvaises pratiques de Legba, Satan, pourquoi il faut l'enterrer, et les bonnes œuvres de Jésus, pourquoi il faut élever Jésus. Alors, si tous ceux-là et toutes celles que nous avons vues tout à l'heure en transe, si leurs actions visent la destruction de Satan, il n'y a qu'une question à se poser à leur place. Pourquoi depuis 2000 ans au moins, ce Satan que le christianisme combat avec tant d'acharnement, pourquoi ce Satan continue-t-il de résister aux invectives que lui lance chaque jour plus de 2 milliards de fidèles, plus de 2 milliards d'individus, représentant près d'un tiers de la population mondiale. Chaque jour au moins on va dire Satan, Satan, Satan. Mais pourtant il est là depuis 2000 ans. Cette question s'ouvre sur deux hypothèses possibles. Ou bien Satan est une invention du christianisme romain pour maintenir ses adeptes dans la confusion. Ça, c'est la première hypothèse. Ou alors, Satan dispose d'une force protectrice qui lui permet de faire face sans aucun dommage pour lui-même, sans aucun dommage, de faire face aux paroles tapageuses et aux démonstrations exagérées que nous venons de vivre, comme cette danse que j'appelle danse macabre qui n'impressionne guère le Satan. Voilà les deux hypothèses. Dans tous les cas de figure, moi je pense quoi? On peut se demander s'il n'y a pas là un complot contre même les fidèles pour la plupart des Noirs et par conséquent un complot contre l'Afrique. Alors s'il y a un complot, que ferait l'Afrique pour s'en sortir? Vous avez vu comment les gens là ils dansent. En entendant vos commentaires, je voudrais vous inviter à suivre ce troisième sujet de réflexion qui certainement nous apportera une réponse à la question donc, que je viens de vous poser. Suivons, troisième sujet de réflexion. Ont une part de responsabilité dans les malheurs qui les assaillent. Personne n'en doute. Cependant, les Africains refusent d'oublier, ils refusent de minimiser, ils refusent de taire cette autre part de responsabilité qui revient à tous ceux qui ont bâti et qui continuent de bâtir aujourd'hui leur bonheur avec les matériaux extraits de leur malheur. Je sais, aujourd'hui au banquet des peuples, dès que l'Afrique veut rappeler la part des autres dans ses malheurs, on lui demande de quitter la table. Parce que personne ne veut avoir la conscience chargée. Le seul discours désormais recevable est celui qui confine à l'autoflagellation et à la culpabilité. On pille, on vole à l'Afrique son bien, on la désorganise par-dessus le marché, mais c'est toujours à elle de s'excuser. L'Africain même est devenu coupable de tout et le contraire. Qu'il soit ouvert sur le monde, on le dit aliéné. Qu'il cultive un certain goût pour l'authenticité, on le dit borné. Comme vous savez, le faible a toujours tort. Non pas qu'il ait tort, mais parce qu'il est faible. L'Afrique va mal parce que les Africains ne connaissent pas leur histoire. C'est vrai, mais baissons la voix. L'Afrique va mal aussi parce qu'elle a été pillée. L'Afrique va mal aussi parce qu'elle a connu la traite négrière et la colonisation. Et je vous dirai tantôt que, hélas, la colonisation n'est pas encore finie. En vérité, l'Afrique va mal à cause de toutes ces raisons. Mais, depuis un temps, et c'est là la pomme de discorde avec la défense, on dit aux Africains, c'est fini. Ils n'ont plus le droit d'évoquer ni la colonisation, ni la traite négrière. C'est fini.
Il devrait passer à autre chose. Et à la vue des penseurs qui osent rappeler cette histoire, on crie haro sur le baudet. On dit qu'il faut arrêter ces faux débats, il faut sortir du ressentiment. Mais non. Les Africains ne sont responsables de leur misère qu'à hauteur de 50%. Regardez-moi bien, à hauteur de 50%. Les 50% autres constituent la part de responsabilité de ceux qui ont bâti et qui continuent de bâtir aujourd'hui encore leur bonheur avec les matériaux extraits des malheurs des Africains. Et pour cause. Il était une fois un royaume riche de tant d'or et de tant d'argent. Un matin, des envahisseurs pénétrèrent en ses murs, pillèrent ses richesses et réduisirent en esclavage ses fils. Ils brisèrent tous les élans entamés, désorganisèrent tout et s'en allèrent. Mais de temps en temps, les mêmes envahisseurs reviennent poser la question aux gens de ce royaume. Pourquoi êtes-vous si pauvres? Ceux-ci répondent, nous sommes devenus pauvres dès les années où vous vîntes nous prendre ce qui était à nous. Furieux, les envahisseurs rétorquent, baissez la voix. Ne dites jamais plus ça. Nous sommes riches parce que nous avons travaillé dur. Parce que nous sommes des êtres supérieurs et rationnels. C'est tout. En fait, j'ai voulu ouvrir ce premier argument par ce récit dans la mesure où il nous permet de comprendre la pertinence de la thèse soutenue par Howard French dans Noires origines. Howard y est allé direct. L'esclavage, dit-il, a été à la base de l'essor européen et de la création de l'Occident. Et il s'explique. Le travail qui a été extrait des Africains sur les plantations sous forme d'esclavage a réellement été à la base de l'essor européen et de la création de l'Occident. Howard déclare avoir voulu écrire ce livre pour contribuer à un autre récit de l'histoire du décollage de l'Occident, précisément parce que le récit actuel tente de minimiser et d'invisibiliser le rôle central de la traite négrière dans l'enrichissement de l'Occident. Il y a plus, il y a même mieux. À la question de savoir pourquoi on tente alors de minimiser et d'invisibiliser le rôle joué par l'Afrique dans la création de l'Occident moderne, Howard French répond et explique qu'en fait, toutes les civilisations cherchent à trouver leur propre mérite. Elles cherchent à mettre en exergue leurs propres qualités. Toutes les civilisations font ça. Et ce faisant, elles créent leur propre mythe. En fait, si, Européens, vous devriez admettre que votre civilisation est montée en grande partie à cause de l'exploitation de la traite négrière, il vous devient difficile de conserver votre propre valeur. Vous voyez ? Vous avez compris? Au nord, les gens travaillent, bien sûr. Ils travaillent sérieusement dans tous les domaines. Mais cela n'empêche pas qu'au décollage, de reconnaître qu'au décollage de tout cela, il y a eu le pillage d'autres peuples. Savez-vous l'espérance de vie d'un esclave? 5 ans. Le poids du jour sous la morsure du soleil au travail harassant vidait les vies de leur vie au bout de 5 ans. 5 ans seulement. Alors parlez-nous de la Renaissance et de la victoire de la raison sur les croyances. Parlez-nous de 1000 inventions extraordinaires, mais parlez-nous aussi du pillage d'autres peuples. Et ne l'oubliez jamais. C'est notre rôle que de le rappeler. Alors que la traite négrière et la colonisation se ressemblent comme 2 gouttes de sang. Aujourd'hui, on impose aux Africains de reconnaître que la colonisation fut un bien qui a fait du mal ou alors un mal qui a fait du bien. Mais excusez-moi du peu. Moi, je ne suis pas d'humeur à aller trouver un peu de bonté dans un tas de barbarie. Comme Césaire,
Je répète que de la colonisation à la civilisation, la distance est infinie. Cheikh Anta Diop disait d'ailleurs, Cheikh Anta Diop disait que la colonisation aura été la séquence d'occupation étrangère la plus courte de notre histoire, mais qui nous aura asséné le coup le plus rude. Et ce coup le plus rude, Cheikh Anta Diop le nommait l'hétéronomie de la conscience. C'est-à-dire le fait pour l'élite africaine de perdre tout sens d'initiative. Le fait pour elle de développer des réflexes de subordination vis-à-vis des normes, des valeurs, des puissances étrangères. Oui, la colonisation nous a volé notre sens d'initiative. S'il y a bien un mal dont on devrait se hâter de se guérir, c'est bien celui-là. Reconquérir notre sens d'initiative. Voilà le bilan de la colonisation. Mais la colonisation n'est pas finie. Nous sommes en Afrique en 2010. À l'issue du second tour d'une présidentielle, un candidat est proclamé élu par le Conseil constitutionnel de son pays. Mais du Nord, une voix se fit entendre. Demandez au candidat proclamé élu de capituler. L'élu résiste. Alors César déclara: dès demain, je le vitrifie. On connaît la suite. Ce sera la guerre dans ce pays-là. Et le candidat proclamé élu souffrira sa passion jusqu'à la CPI. Mais 10 ans plus tard, on nous dira qu'en fait, il était innocent. Ce n'est absolument pas pour amuser la galerie si les Africains continuent de parler de colonisation. Ils en parlent parce que, vu d'Afrique, nous savons que le passé n'est pas passé. Nous savons que la colonisation n'est pas finie. Et comme Achille Mbembe le dit, il y a des colonisateurs qui ont décolonisé sans s'auto-décoloniser. Parce qu'ils ont conservé intactes les logiques, les schémas qui leur permettaient de traiter en toute bonne conscience, comme un animal, le nègre d'hier. Nous sommes au XXIe siècle, en 2010, et les Césars du Nord continuent de vitrifier. Vitrifier. Vous comprenez la violence du mot? Vitrifier. Les dirigeants des pays souverains. Nous sommes au XXIe siècle, et comme le dit Ndayouel, les multinationales continuent de se comporter en territoire conquis, escortés de leurs complices locaux. Le pape, oui, le pape, lors de son séjour à Kinshasa, le pape n'y est pas allé du dos de la cuillère. Et un pape doit toujours savoir ce qu'il dit. Écoutez ce qu'a dit le pape. Après le colonialisme politique, le colonialisme économique tout aussi asservissant s'est déchaîné. Retirez vos mains de la RDC. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Après, on dit que nous nous lamentons trop, nous pleurons trop. Oui, nous sommes en deuil. On ne met pas fin à un deuil par décret. Une fois que nous avons dit cela, la question demeure, l'éternelle question. Terrible question s'il en est. Enfin, Africains, que devons-nous faire pour sortir de nos malheurs? Le monde est sans pitié, partout gronde la terreur. De leur puissance sans mesure, nos bourreaux surveillent nos pas. À chaque fois que nous avons cru quitter les ténèbres, c'était encore pour retomber dans la nuit. Mais il doit bien y avoir une issue pour une vie bonne, pour nous aussi. Quelle est la voie? Sans prétention, moi je sais ce qu'il faut faire. Je crois avoir trouvé la voie. Mais avant de vous la montrer, je vous prie de me prendre au sérieux. En fait, pour sortir de ces malheurs, l'Afrique se doit une seule chose: avoir son propre complot. Oui, c'est important d'avoir un complot. Et l'Afrique doit avoir un complot. Il y a longtemps que nous nous plaignons d'être pris dans les complots des autres, alors qu'il ne nous coûte rien de fomenter notre propre complot.
L'Afrique ne continuera pas d'être le seul continent sans complot, soumis au complot des autres. Mais je préfère ce mot complot à tous autres termes ternes, lisses et mous. Dans le vocabulaire bourgeois qui est le vôtre, vous me parleriez de vision stratégique, d'agenda politique, de programme d'action. Que non, ce sont là des sons sans aspérité ni écaille, des concepts sans âme. Il nous faut un complot. Parce que voyez-vous, le mot complot est viril et sec. Il sent le maquis et le soufre. Le mot complot a une odeur d'impact souterrain, dur et nocturne. Le mot complot a quelque chose de prédateur qui tranche avec une vie de proie qui ne nous sied plus. Mes amis, c'est fini d'aborder le monde et les mondes comme des proies dociles, promises à être servies et mangées saignantes à la table des autres. Ne vous laissez plus jamais conjuguer au mode et au temps où le sujet subit l'action. Il nous faut un complot, notre complot. Mais quel est le sens du complot où nous entrons? Ne jamais être de ceux qui trahissent l'Afrique. L'Afrique, ça doit être une affaire de cœur. Mais partout aujourd'hui, notre élite ne forme plus qu'une caste de pseudo-patriotes de dimanche. Ils n'aiment l'Afrique que des bouts des lèvres, mais leur cœur est loin d'elle. On le voit. Désormais, la pseudo-bourgeoisie sous-tropique n'a plus qu'un seul rêve, un seul horizon. Piller, amasser, installer femmes et enfants dans les bonheurs d'ailleurs et rester vivre seul ici pour habiter l'adultère et s'abîmer dans le commerce de la chair. Honteuse, votre trajectoire est vile et veule. Traître, vous êtes indigne de notre complot. Quittez-le. Voilà, vous avez compris qu'il s'agissait pour ce jeune homme d'une soirée d'éloquence, parce qu'il était en train de, ce qu'on appelle le grand oral, il était en train de se préparer au métier d'avocat. Il fallait choisir un thème qui puisse être développé, convaincre le grand public, et notamment le jury. J'ai trouvé ça intéressant. Et je vais faire quelques commentaires assez rapides pour nous permettre en fait d'aller en profondeur. Les Africains, est-ce qu'ils sont les seuls peuples à aller en pèlerinage hors de l'Afrique? Vraisemblablement, oui. Ils sont les seuls peuples à aller en pèlerinage hors de l'Afrique. Je dis bien vraisemblablement, oui. Est-ce que les Africains sont-ils les seuls peuples à danser depuis des millénaires pour enterrer, je dis bien pour enterrer le Satan et élever le Jésus qu'on est venu en fait leur présenter comme étant un Dieu meilleur, un Dieu blanc? Bon, pour beaucoup de personnes, oui, peut-être. Je dis bien dehors des pays où ce n'est que la pratique de l'islam. Dans les pays où c'est la pratique du christianisme, je dis oui. Mais pourquoi cela? C'est ça la grande question. Vous avez découvert dans ce que ce jeune homme vient de nous présenter la raison. Pourquoi cela? Il dit tout simplement parce que les Africains sont victimes de complots. Et la solution donc qu'il est en train donc de proposer, il dit lui-même, ça je vais le citer, je ne suis pas d'humeur à aller trouver un peu de bonté dans un tas de barbarie. Et quand il parle donc de barbarie, il fait allusion à quoi? À la traite négrière. Il fait allusion à la colonisation. Qu'il ne faut pas se passer pour un bon gaillard pour dire on ira trouver quoi, qu'il y a quelque chose de bon dans ce tas de barbarie.
Et il ajoute, comme Césaire, je répète que de la colonisation à la civilisation, la distance est infinie. Cheikh Anta Diop disait d'ailleurs que la colonisation aura été la séquence d'occupation étrangère la plus courte de notre histoire, mais qui nous aura asséné le coup le plus dur, le plus rude. Et ce coup le plus rude, comment Cheikh Anta Diop l'a nommé? L'hétéronomie de la conscience. L'hétéronomie de la conscience. C'est-à-dire le fait pour l'élite africaine de perdre tout sens d'initiative. De perdre tout sens d'initiative. Vous voyez ce que nous sommes devenus? Quelle initiative avons-nous aujourd'hui? Quelle initiative avons-nous de créer dans nos contrées des centres pour permettre à nos concitoyens d'aller en pèlerinage, tout au moins, chez eux en Afrique? Quelle initiative avons-nous pour amener les nôtres, nos concitoyens, à réfléchir sur ce qu'ils font, les danses, tout au moins, en fait, auxquelles ils s'adonnent? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça que Cheikh Anta Diop avait nommé hétéronomie de la conscience. Alors, est-ce que la solution est vraiment dans ce que nous propose ce jeune homme? Que l'Afrique est son propre complot. Voilà ce qu'il nous a dit, et il le dit sans prétention. Et il dit que lui sait ce qu'il faut faire. Et il dit qu'il croit avoir trouvé la voie. Est-ce que ce que nous propose, selon vous, est la meilleure voie? Pour sortir de ces malheurs, il dit l'Afrique se doit une seule chose. Et la seule chose, c'est avoir son propre complot. Il ajoute, oui, c'est important d'avoir un complot. Et l'Afrique doit avoir un complot. Pourquoi? Parce qu'il y a longtemps que nous nous plaignons d'être pris dans les complots des autres. Ah oui, il faut aller à la Mecque, oui, il faut aller en Inde, oui, il faut aller en Chine. Ils considèrent que tout ça, c'est des complots. Et nous avons été pris dans le complot des autres. Nous dansons pour enterrer ici Satan, l'Egba, pendant que on nous oblige à danser dans les mêmes conditions pour encenser Jésus. Il dit, c'est important d'avoir un complot. Et l'Afrique doit avoir un complot. Il y a longtemps que nous nous plaignons d'être pris dans les complots des autres, alors qu'il ne nous coûte rien de fomenter notre propre complot. Il ajoute que l'Afrique ne continuera pas d'être le seul continent sans complot, soumis au complot des autres. Et dit, je préfère ce mot complot à tous les autres termes ternes, lisses et mous. Et quels sont ces termes? Il dit, dans le vocabulaire bourgeois qui est le vôtre, partout on vous parlera de vision stratégique. On vous parlera d'agenda politique, projet de société. On vous parlera de programme d'action, de ci ou de ça. Dis non. Dis non. Ce sont là des sons sans aspérité, des sons sans écailles. Il dit là, c'est des concepts sans âme. Et il dit avec force et virilité, il nous faut un complot. Parce que, voyez-vous, dit-il, le mot complot est viril et sec. Il sent le maquis et il sent le soufre.
Le mot complot a une odeur d'impact souterrain, dur et nocturne. Le mot complot a quelque chose de prédateur qui tranche avec une vie de proie qui ne nous sied plus. Il appelle ceux qui étaient sur les lieux, mes amis, c'est fini d'aborder le monde. C'est fini d'aborder le monde comme des proies dociles, des proies promises à être servies et mangées, saignant à la table des autres. Ne vous laissez plus jamais conjuguer au monde et au temps. Où le sujet subit l'action. Il dit avoir trouvé la solution pour l'Afrique. Il nous faut un complot, dit-il. Notre complot, ajoute-t-il avec force, comme je le répète ici. Mais quel est le sens du complot où nous entrons? C'est là qu'il fera la différence. Ne jamais être de ceux qui trahissent l'Afrique. Il ne faut jamais être de ceux qui trahissent l'Afrique. Si en m'écoutant maintenant ou quand vous allez m'écouter plus tard, vous êtes de ceux qui trahissent l'Afrique, sachez que vous ne méritez pas d'être dans ce complot. L'Afrique doit être une affaire de cœur. Mais partout, aujourd'hui, notre élite ne forme plus qu'une caste de pseudo-patriotes de dimanche. Ce qu'il appelle caste de pseudo-patriotes de dimanche, j'espère que vous comprenez. Ils n'aiment l'Afrique que des bouts de lèvres, mais leur cœur est loin de l'Afrique. On le voit. Désormais, la pseudo-bourgeoisie n'a plus qu'un seul rêve, un seul horizon. Le rêve de ces gens-là, c'est piller, amasser, installer femmes et enfants dans les bonheurs d'ailleurs. Il veut désigner les pays étrangers et rester seul ici pour habiter l'adultère et s'abîmer dans les commerces de la chair. Et il parle à cette pseudo-bourgeoisie honteuse. Votre trajectoire est vile et veule. Traître, vous êtes indigne de notre complot. Quittez-le. Voilà ce que je retiens pour vous. Et ça me permet en fait donc de vous demander en commentaire si ce que propose ce jeune homme à l'Afrique, c'est-à-dire avoir son propre complot, constitue une véritable solution aujourd'hui pour sortir de la pseudo-bourgeoisie, du pseudo-patriotisme, du pseudo-panafricanisme et au cœur donc de ce qu'il nous propose. Il dit l'Afrique doit être la première préoccupation. La première préoccupation. À vous de me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Et quand il sera l'heure peut-être de prendre la parole, pour ceux qui me suivent, vous qui me suivez en ce moment, vous me direz ce que vous pensez. Nous allons continuer gentiment avec la première leçon de vie. Oui, la première leçon de vie, c'est que je ne suis venu au monde, je suis venu du moins au monde sans rien. Je suis venu au monde sans rien, sans rien, sans rien. Et quand vous voyez les enfants, quand ils naissent, les enfants d'un jour, est-ce qu'ils amènent véhicule, est-ce qu'ils amènent bâtiment, qu'est-ce qu'ils amènent? C'est ce que nous allons suivre tout de suite pour en fait voir quelles leçons nous allons tirer pour la vie. Suivez. Je suis venu au monde sans rien et je repartirai toujours les mains vides. Alors pourquoi nourrir la haine, l'envie ou la rancune? Les richesses, les titres et les disputes ne nous suivront pas dans la tombe. Ce qui restera, ce sont nos actes, nos paroles et la trace de bien ou de mal que nous aurons laissé dans le cœur des autres. La haine fatigue l'âme, tandis que l'amour et le pardon allègent la vie. Puisque rien de matériel ne nous appartient vraiment, choisissons la paix du cœur plutôt que la guerre inutile. Vivons avec humilité,
semons le bien et rejetons la haine, car au final, seule notre humanité donnera un sens à notre passage sur Terre. Je suis venu au monde sans rien. Et je repartirai les mains vides. Est-ce que c'est vrai? Alors pourquoi mourir? Pourquoi nourrir la haine, l'envie et la rancune? Les richesses, les titres et les disputes ne nous suivront pas dans la tombe. Ce qui restera, ce sont nos actes, ce sont nos paroles. La trace de bien ou de mal que nous aurons laissé dans le cœur des autres. La haine fatigue l'âme, tandis que l'amour et le pardon allègent la vie. Puisque rien de matériel ne nous appartient vraiment, choisissons la paix du cœur plutôt que la guerre inutile. Vivons avec humilité, semons le bien et rejetons la haine, car au final, seule notre humanité donnera un sens à notre passage sur cette terre. Vous allez me dire tout à l'heure en commentaire ce que vous avez retiré de cette leçon de vie. Nous allons passer à la deuxième leçon de vie. Et cette deuxième leçon de vie, c'est titré « Mes téléphones ne sonnent plus ». Il s'agit d'un texte que j'ai lu et que je voudrais partager avec vous. C'est le fils d'un ancien président africain qui évoque ici la réalité de la vie après le pouvoir. Il déclare, suivez-moi bien, après l'appel de félicitations que l'ancien président a adressé à mon père pour saluer sa victoire à l'élection présidentielle, notre quotidien a radicalement changé. Je recevais alors jusqu'à 2000 appels par jour provenant de toutes parts. Dès 4 heures du matin, mes téléphones ne cessaient de vibrer. Anciens camarades de classe, connaissances lointaines, membres de la famille élargie, anciens domestiques et employés, ayant à un moment ou à un autre travaillé pour ma famille biologique, je veux dire la famille de mon père. Il y avait également des appels aux motivations obscures, parfois sans justification crédible. Mon assistant se chargeait alors de trouver, avec beaucoup de courtoisie, des prétextes pour mettre fin à ces échanges. Cependant, dès que mon père a quitté le pouvoir et transmis les rênes de l'État à son successeur, le nombre d'appels a chuté de manière spectaculaire, pour se limiter à environ 100 par jour. Et puis après le décès et l'inhumation de mon père, ces appels se sont faits encore plus rares, ne dépassant guère une vingtaine, c'est-à-dire une vingtaine d'appels quotidiens, essentiellement de la part de mes frères et de la part de mes sœurs, ainsi que de quelques partenaires professionnels, quelques seulement. Aujourd'hui, mes téléphones ne sonnent presque plus. La leçon, c'est que la réalité, elle est cruelle. Peu de personnes se soucient réellement de vous, en dehors des couloirs du pouvoir. Voilà la réalité. Alors, quelle leçon vous autres vous tirez de cette histoire émouvante, l'histoire de ce fils bien-aimé de son défunt père, ancien chef d'État. Donc voilà ce que je soumets à votre réflexion pour obtenir de vous quelques conseils pour conduire la vie. Quand son père a été président de le pays, vous avez vu le nombre assez élevé d'appels qu'il recevait par jour, au point d'avoir un assistant pour gérer des appels inconfortables. Le père, il a perdu les élections, il a transmis le pouvoir à son successeur. Le nombre d'appels pratiquement s'est réduit.
Et puis après, le père, il a décidé, on l'a enterré. Et puis c'est fini. Plus personne n'appelle. C'est seulement quelques membres de la famille et quelques partenaires professionnels qui appellent. À peine une vingtaine d'appels par jour. À peine. Et ça, c'est loin des couloirs du pouvoir. À vous de réfléchir sur ce que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire par rapport à vos titres actuels. Et quand vous les aurez perdus, demandez-vous ce que vous serez plus tard. Est-ce que seront vos enfants? C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons passer à force de savoir. Et je voudrais vous proposer à cet effet une phrase d'Albert Einstein, une phrase assez évidente. Je voudrais vous inviter à suivre très rapidement ce que cette phrase nous rapporte. Suivez. Il y a une phrase d'Albert Einstein qui évoque une chose tellement évidente, et pourtant la plupart des gens continuent à le faire quand même. Cette phrase dit « La folie, c'est de faire 2 fois la même chose et de s'attendre à un résultat différent. C'est une évidence, il n'y a pas de secret. Tu ne peux pas t'attendre à ce que ta vie change, ton entourage change, tes pensées changent, si tu fais toujours les mêmes actions. Tu dois prendre des risques. Tu dois oser certaines choses pour que tout autour de toi change. Sortir de sa zone de confort est la clé, même si nous savons tous que ce n'est pas facile. Alors ose, lance-toi. Tu ne pourras jamais avoir des regrets d'avoir essayé. Mais une chose est sûre, tu auras des regrets un jour si tu n'as rien essayé pour changer ta vie. C'est dans l'inconfort que les gens arrivent à grandir. C'est dur aujourd'hui, oui, mais imagine simplement tout ce que cela peut t'amener ou changer dans ton futur. La vie est bien trop courte pour avoir des regrets, alors profite au maximum. Vous avez suivi, il y a une phrase d'Albert Einstein qui évoque, et ça j'essaie de vous restituer cela, une chose tellement évidente, et pourtant la plupart des gens continuent à le faire quand même. Que dit cette phrase? La folie, c'est de faire 2 fois la même chose et s'attendre à un résultat différent. C'est Albert Einstein qui l'a dit. Et le commentaire dit que c'est une évidence et il n'y a pas de secret à cela. Tu ne peux pas t'attendre à ce que ta vie change, que ton entourage change, que tes pensées changent si tu fais toujours les mêmes actions. Tu dois prendre des risques. Tu dois oser certaines choses pour que tout autour de toi change. Qu'est-ce que tu dois faire? Sortir de ta zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, c'est la clé. Même si nous savons tous que ce n'est pas facile. Alors, il faut oser. Il faut se lancer. Tu ne pourras jamais avoir des regrets d'avoir essayé. Mais une chose est sûre, tu auras des regrets un jour si tu n'as rien essayé pour changer ta vie. C'est dans l'inconfort que les gens arrivent à grandir. C'est dur aujourd'hui, oui, mais imagine simplement tout ce que cela peut amener ou ce que cela peut changer dans ton futur. La vie est bien trop courte pour avoir des regrets. Alors profite au maximum. Je dis bien profite au maximum. Et je voudrais vous poser 2 questions. Si on se réfère, nous nous référons à cette phrase célèbre de Albert Einstein qui nous demande en fait d'éviter de faire tout le temps la même chose et s'attendre à un résultat différent, et faire tout le temps la même chose et s'attendre à un résultat différent, c'est ça qu'il appelle la folie. Alors si c'est cela, nous avons vu tout à l'heure, dans les sujets soumis à notre réflexion, que seuls les Africains sont ceux-là qui vont en pèlerinage dans un pays autre que l'Afrique, c'est-à-dire dans un continent autre que l'Afrique. Mais est-ce qu'ils peuvent, selon vous, en continuant d'aller en pèlerinage dans ces pays, est-ce que vous pensez qu'ils ne se mettent pas dans une dynamique que l'autre appelle la folie? Puisque si chaque année vous devez courir pour aller en pèlerinage ailleurs,
Et le second élément que nous venons de voir, c'est de danser, prétendant en fait donc mettre fin à la vie de Satan sur terre, alors que vous vous fatiguez vous-même. Et chaque dimanche, vous continuez à danser, pour ne pas dire tous les jours, vous dansez tout le temps, écraser Dieu, écraser Satan, et donner tout au Fils de Dieu et à sa mère. Est-ce que, en faisant cela de façon répétée, est-ce que ce n'est pas donner raison à Albert Einstein? Que pensez-vous de ça? Vos commentaires, certainement tout à l'heure. Nous allons vous donner la parole dans un instant pour recueillir vos avis. Alors nous allons actuellement passer à nos échanges du jour. Alors, si vous êtes candidat aux examens et si vous êtes parent d'un enfant qui a examen, ce message en fait s'adresse à vous. Si vous avez des parents, invitez-les à suivre ce que je vais leur dire maintenant. Alors, vous savez, et comme je suis en train donc de le dire, je voudrais consacrer cette émission aux candidats, aux examens. C'est pour bientôt. Et consacrer également la même émission aux parents des candidats, et parce que j'ai envisagé ce que j'appelle un programme de soutien. Ce programme de soutien aux candidats vise avant tout à renforcer le mental de chacune des deux cibles, c'est-à-dire candidats et leurs parents, parce qu'ils sont appelés à faire face avec beaucoup plus d'efficacité aux examens qui s'annoncent. C'est cela en fait le but. Les candidats et leurs parents qui vont suivre cette courte formation, ça c'est pour les congés de détente bientôt, ils vont gagner plus de confiance en eux-mêmes, ils vont gagner plus de confiance en l'ISEP, parce que à notre tour, nous allons manifester notre fierté d'avoir contribué à la réussite massive de ces candidats-là. Le programme de soutien dont je suis en train de parler regroupe une série d'activités vues comme un ensemble de gestes cohérents, et les gestes sont interreliés, qui dans le processus d'opérationnalisation concourent au succès recherché pour les examens qui s'annoncent. Je pense au CEP, c'est pour les enfants du CM2, je pense au BEPC, ceux qui sont en premier cycle, je pense au baccalauréat, et assimilé, baccalauréat de toute série, technique, enseignement général. L'examen scolaire est un ensemble d'épreuves, vous le savez, un ensemble d'épreuves que subit un candidat. C'est un test de fin de formation visant à évaluer sur une période considérée les performances d'un sujet. Et quand je parle de sujet, je pense ici à un élève, je pense à un étudiant, je pense même à un agent professionnel exerçant déjà un emploi. Et tout cela, pour la circonstance, on les appelle candidats. Alors, l'évaluation des performances dont il s'agit ici se fait suivant des critères bien déterminés. Et ça, si vous avez été à un examen une fois, vous le savez. Et c'est souvent à partir des épreuves auxquelles sont affectées des notes variées, dont le cumul aboutit ou non à la moyenne exigée pour être admis. Donc, vous êtes admis parce que vous avez la moyenne. Et l'admission est sanctionnée souvent par une certification sous la forme de diplôme ou d'attestation selon le cas. Alors, quand nous prenons l'examen, le candidat se trouve seul face à son destin. Le jour de l'examen, il est seul face à son destin, seul devant les épreuves et seul à gérer le stress. Lui seul. C'est là la place à accorder aux déterminants et aux gages du succès. C'est pour ça que moi j'ai prévu ce programme-là. Alors, dans le cheminement vers la réussite, la classe, vous le savez, est tout à la fois. La classe, c'est un ensemble organisé d'enfants pris séparément. C'est une organisation répondant à des impératifs de productivité et d'efficacité. C'est un lieu pour chacune des nombreuses interrelations qui révèlent l'importance des attitudes, et cela révèle aussi la nécessité pour la vie affective
de se manifester. La classe, c'est le lieu d'une dynamique beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe, celle du groupe pour lequel est nécessaire une régulation de la communication. La classe est un lieu institutionnel qui détermine aussi l'entrée dans la culture universelle. Voilà quelques définitions que je peux vous apporter. Mais une classe aussi, dans le cheminement vers la réussite, a quelle obligation? L'obligation de rendre l'enfant autonome. Ça, c'est l'obligation de la classe, c'est-à-dire lui donner du pouvoir sur sa vie et lui donner le pouvoir sur la vie. Ça, c'est de mon point de vue. La classe doit faire passer l'enfant d'une dépendance à une indépendance responsable, d'un encadrement à un cadrage personnalisé, d'une paralysie du devoir à une excitation du vouloir. Conduire l'enfant à devenir autonome par osmose dans ses nombreuses rencontres avec les enseignants qui, de fait, sont de véritables accompagnateurs capables de prendre place à côté de l'enfant sans prendre sa place ou sans prendre toute sa place. L'enseignant devrait pouvoir lui donner la main pour qu'il se sente en sécurité et marcher seul. Pas trop fort pour qu'il l'étouffe, pour que l'enseignant l'étouffe. L'enseignant doit lui donner la main de façon à ce qu'il ne l'oublie jamais. Et cela suppose que cet accompagnateur soit pour l'enfant un modèle d'autonomie qui saura se rendre inoubliable et non indispensable. Conforté dans ses convictions que les attitudes s'attrapent souvent par contagion et non par sermon. Alors, tournant dos à ces obligations confortantes, la classe de nos jours, comment ça se passe? Elle s'engluent dans une approche ingurgitative qui s'appuie sur les connaissances à avaler, les connaissances à absorber en grande quantité, même si elles ne sont pas bien comprises. Ingurgiter au sens plein du terme, ça veut dire quoi? C'est avaler rapidement et souvent en grande quantité des connaissances dont vous n'avez aucune compréhension. C'est engloutir, c'est absorber massivement des connaissances sans les assimiler. C'est ça, ingurgiter. Alors, quand on examine de très près les moyens d'action de cette approche ingurgitative, on se rend compte qu'elle s'appuie essentiellement sur les connaissances. Elle s'appuie sur une grande quantité de connaissances à avaler, à absorber. Allez voir ce qui se passe dans les classes. Vous allez comprendre ce que je dis ici. On constate le plus souvent que les enfants sont fatigués. Ils sont épuisés à l'issue des séances de travaux dirigés, de travaux pratiques. C'est vos enfants. Observez-les attentivement. Les journées de travail scolaire sont assez longues. Les élèves, parfois, qui sont dans les lycées, dans les collèges, commencent très tôt les classes, soit à 7 heures du matin, pour certains, pour le finir qu'à 7 heures du soir, je veux dire 19 heures, soit 12 heures de présence, dans un environnement qu'on appelle environnement scolaire, avec une pause déjeuner entre midi et 13 heures, dans le meilleur des cas, et par endroit. Alors, pour s'assurer que les connaissances passent bien, que les connaissances que l'on est obligé d'amener les enfants à assimiler, que ça passe bien, qu'est-ce que l'enseignant il fait? Il programme des interrogations orales, ou il programme des interrogations écrites, assorties de notes chiffrées, à comptabiliser pour les résultats de la période. Ça peut être le premier trimestre, ça peut être le premier semestre, ça peut être le deuxième trimestre selon le milieu. Et si l'enfant réunit la moyenne, tout le monde se frotte les mains. On dit félicitations, c'est très beau. Mais si c'est le contraire qui se produit, qu'est-ce qui se passe? Les parents, parfois à la fin de l'année, ou même en cours d'année, ils déplacent même leurs enfants vers des centres réputés dans les travaux dirigés où ils changent de répétiteur de cours à domicile. Parce qu'ils supposent que ce répétiteur n'est pas bon, c'est pour ça que leur enfant n'est pas performant. À l'opposé de cette approche ingurgitative, qu'est-ce que l'on propose au niveau de l'ISEP? L'ISEP propose une approche nouvelle
que je désigne sous le vocable approche capacitante. C'est une approche qui vise à rendre le candidat conscient de ses responsabilités. C'est une approche qui met l'accent sur le développement des aptitudes. Et quand nous parlons d'aptitudes, je pense aux aptitudes d'ordre intellectuel. Et ces aptitudes relèvent souvent de ce que j'appelle des démarches de l'intelligence pratique ou des démarches de l'intelligence spéculative. Ensuite, l'approche met l'accent sur les aptitudes d'ordre esthétique qui, elles, relèvent de la sensibilité et de l'affectivité. Alors imaginez bon enseignant au travail. Quelle que soit sa bonne volonté, quelle que soit sa performance et quelle que soit sa détermination, il ne peut forcer aucun élève à travailler au-delà de ses capacités. Non, tu ne peux pas en tant qu'enseignant. Tu ne peux pas l'obliger à travailler au-delà de ses capacités. Il reste déterminant dans la réussite de l'élève, tout comme les programmes d'enseignement. Ça, c'est vrai. L'enseignant, il est déterminant. Seulement le programme et l'enseignant ne suffisent pas pour assurer le succès de l'élève. Il faut la participation de l'élève lui-même. Il faut la participation du candidat lui-même. Et cette participation est totale et elle n'est pleine et satisfaisante à double point de vue pour l'élève d'abord et ensuite pour l'enseignant que si l'élève, celui-là que je désigne, le candidat, a une haute conscience de ses responsabilités, une haute conscience de ses responsabilités dans sa propre formation d'une part et dans la préparation de ses examens d'autre part. Une chose est de distinguer, préparer un examen et préparer sa formation. La philosophie qui sous-tend ce que j'ai appelé, dénommé l'approche capacitante, qui est une invention de l'ISEP, la philosophie qui sous-tend cela repose essentiellement sur le critère de question. Alors si un individu n'est pas capable de se poser des questions, de formuler dans les termes adéquats les problèmes qui se posent à lui, bon, il est tout à fait clair que personne ne peut absolument rien pour lui. Alors je voudrais aller avec vous rapidement dans quelques exemples que je tire de la vie. Imaginez un malade qui, en présence d'un médecin, se trouve dans l'incapacité de dire exactement ce dont il souffre. Mais quel diagnostic précis le médecin pourra poser? Quel diagnostic peut poser en ce moment? Mais imaginez maintenant 3 candidats. Je dis bien 3 candidats. Le premier vous dit, ça c'est ce que lui dit, lorsque je lis un test, j'ai l'impression que j'ai tendance à prononcer intérieurement les mots. Et je prononce intérieurement les phrases difficiles. Et dit, je consacre en moyenne moins de 30 minutes par jour à la lecture. C'est ce que le premier candidat vous dit. Maintenant, le deuxième candidat, lui, vous dit quoi? Il dit, au cours de mes entretiens, en tête à tête, je parle généralement plus que mes interlocuteurs. Donc, quand lui se met en face de ses camarades ou n'importe qui, il parle plus que tout le monde. Et dans les discussions, il dit, j'accepte les affirmations des autres avant de m'efforcer de déterminer leur valeur. Il accepte tout ce qu'on lui dit. Et il termine en disant, lorsqu'un entretien se prolonge trop, il m'apparaît vite, sans intérêt, et j'ai l'impression de perdre mon temps. Voilà ce que le deuxième candidat vous dit. Et puis le troisième, lui, dit quoi? Et je reviendrai sur les commentaires de ce que chacun dit. Il dit, dans mon travail personnel, je fais seulement face au plus pressé. Le plus pressé, c'est les devoirs. Donc s'il n'y a pas de devoir, lui ne fait rien. Et quand je me mets au travail, c'est en général pour une période de moins d'une demi-heure. Donc lui ne travaille jamais pendant 30 minutes d'affilée. Non. Il dit, j'écris souvent mes devoirs d'un seul jet au fil de la plume. Donc dès qu'on le remet à l'épreuve, il se met à écrire comme cela. Alors l'attitude du premier candidat à l'égard de la lecture est défectueuse. Voilà ce que j'ai posé comme diagnostic. Alors si on ne l'accompagne pas, il y a bien des raisons qu'il développe un très grand dégoût pour les études à cause de sa surdité mentale. C'est cela. Le second candidat a un sérieux problème d'organisation de son écoute et quand il n'arrive pas à organiser son écoute, qui est en même temps couplé avec l'attention, les deux actions devraient lui permettre de faire des sauts qualitatifs. Ce qui va advenir, c'est l'échec.
Vous savez, l'écoute, c'est une des principales activités de toute personne responsable. Écouter est un effort de tous les instants et une activité tellement fréquente qu'il est primordial de la maintenir au plus haut niveau de perfection possible. Ça, c'est l'écoute. Si cette activité elle est faible, sachez donc qu'il y a un problème. Le troisième candidat a des problèmes liés à l'organisation de ses propres études. Il a besoin d'être accompagné dans les domaines comme la gestion du temps. Il doit être accompagné dans un domaine comme comment s'intéresser à son propre développement, comment s'intéresser au travail à plusieurs, comment établir un bon plan de travail et s'y tenir. La préparation de cours et l'assistance aux cours, tout ça, ça doit faire l'objet d'accompagnement. Comment aborder un devoir et préparer efficacement les révisions. Ce sont là des questions pratiques, extrêmement délicates, qui entrent en ligne de compte dans la préparation des candidats aux examens. Ceux qui connaissent ces secrets, les secrets que je viens d'évoquer, ils les utilisent au mieux. Mais ceux qui ne les connaissent pas, et ils sont malheureusement les plus nombreux, ceux-là sont marginalisés. Et c'est à eux que s'adresse le programme de soutien. Alors vous savez, il y a quelques années, j'ai réalisé une étude. Et cette étude m'a révélé 5 grands groupes de difficultés d'apprentissage. Que vous souvenez qu'au moment où je suis un inspecteur de l'enseignement, je suis un sociologue de l'éducation. Et les 5 groupes de constats, je vais les présenter un à un. Le premier groupe, c'est que les élèves de l'enseignement secondaire, de l'âge étalé entre 13 et 17 ans, eux, ils consacrent d'une manière générale 45% de leur temps à écouter et suivre les enseignements de leurs professeurs. 45% seulement de leur temps. Il y a là un manque à gagner de 55%. Alors pour un enseignement prévu pour durer 2 heures, c'est-à-dire 120 minutes, qu'est-ce qui va se passer? L'écoute active de ces élèves, ça baisse à partir de 54 minutes. Donc vous commencez à enseigner pendant 54 minutes, c'est bon, mais après ça tombe. Alors pendant 66 minutes, les élèves donnent seulement l'impression de suivre. Ah, est-ce que vous suivez? Oui, monsieur, vous suivez? Oui, c'est ce qu'ils vont répéter tout le temps. Alors que leur pensée voltige et leur pensée s'adonne à des activités autres que l'enseignement en cours. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est sur la restitution de ce que les enfants ont entendu la veille. Qu'est-ce que j'ai constaté? Seulement 28% de ces élèves sont capables de restituer 10% de ce qu'ils ont entendu la veille. Alors, prenons un effectif de 75 élèves présents dans une classe au moment de l'enseignement. Seulement 21 élèves sur les 75, soit 28% de cet effectif. Donc, ces élèves-là sont en mesure de restituer que seulement 10% de ce qu'ils ont entendu la veille. Il y a là 2 situations rattachées aux difficultés d'apprentissage. 54 élèves sur les 75, soit les 72%, sont dans l'incapacité, je dis bien, ils sont dans l'incapacité de restituer ce qu'ils ont entendu la veille. Si votre enfant se trouve dans ce cas, voyez-vous ce que c'est? Les 21 élèves qui affichent quelques possibilités de restitution oublient de façon systématique 90% de ce qu'ils ont entendu la veille. Alors, il se dégage de ces 2 premiers constats, il se dégage quoi? 3 autres qui pourraient traduire les causes identifiées. Le troisième constat, c'est quoi? C'est que 7 élèves sur 10, 70%, souffrent de ce que j'appelle la surdité mentale. Il ne s'agit pas ici d'une pathologie liée à la perte de l'ouïe, non. En milieu scolaire, la surdité mentale se manifeste par 3 principales formes. Il y a ce que j'appelle l'altération du sens des discours. L'altération du sens des discours. Des tests lus, des tests entendus, et cela est lié à une implication défectueuse de l'élève dans ses propres études. C'est lié à la défaillance notée au niveau de sa motivation propre et c'est lié à la défaillance attachée à son attention et à sa concentration.
La deuxième cause, c'est le rejet et la modification notée au niveau de sa mémoire, c'est-à-dire la perte des souvenirs dans l'ordre établi ou le rajout ou l'omission. Troisième élément, c'est la baisse de l'écoute considérée comme une première activité mentale de l'élève, conditionnée par ce que j'appelle son intention d'écoute et le degré de plaisir qu'il s'attend à retirer de la situation. La surdité mentale, c'est de ça qu'il s'agit, intervient dans des conditions d'absence d'attitude volontariste qui oblige la mémoire à rejeter de façon systématique ce qui ne lui plaît pas. Parce que quand vous n'avez pas une attitude volontariste, votre mémoire rejette ce qui ne lui plaît pas. Ce qu'elle ne comprend pas et ce qui ne lui semble d'aucune utilité. C'est ce qui arrive souvent. En termes clairs, elle engendre les conséquences ci-après. Cette surdité mentale, elle engendre la perte de la capacité à structurer. Or, la structuration, étant un milieu de formation et d'apprentissage, c'est la seule garantie d'efficacité et de progression. Ensuite, on note l'absence de connexion ou d'association par combinaison qui consiste à rapprocher par ce que j'appelle un balayage systématique. Et ça, je suis dans les analogies et les rapports. Les éléments nouveaux et les éléments déjà connus. S'il y a du nouveau et du déjà connu, comment vous allez balayer cela? L'élève n'arrive pas. Et lorsque la surdité mentale survient à un âge précoce, elle peut compromettre l'apprentissage du langage et de la lecture, entraîner de multiples problèmes associés à l'illettrisme et au bas niveau d'éducation. Alors le quatrième constat que j'ai observé au niveau de cette étude, c'est que 3 élèves sur 5, soit 60%, sont dans l'incapacité de s'organiser pour faire face à leurs propres études et par ricochet à leurs examens. Alors cette difficulté s'observe d'une manière générale dans la mauvaise gestion du temps de travail, dans la désaffection que les enfants éprouvent pour leur propre développement et qu'ils éprouvent également pour le travail à plusieurs. Et cela est lié à l'absence de planning ou à la négligence d'un plan préétabli. Cela est lié également à la mauvaise préparation des cours, des devoirs ou des révisions. Les élèves frappés par cette pathologie ont du mal, en l'absence de priorité, à mettre de l'ordre dans leur vie. Ils ont donc beaucoup de difficultés à se mettre au travail au détriment de leurs amis et au détriment, je dis bien au profit, ils vont fréquenter les amis ou ils font des sorties fantaisistes pour lesquelles ils manifestent des préférences. Le cinquième, et c'est le dernier constat, c'est que 4 élèves sur 5, soit 80%, souffrent de troubles variés de mémoire. Il existe des trous de mémoire, ça c'est certain, qui sont des trous normaux, pour lesquels un oubli simple ou momentané ne doit alerter personne. Une clé qu'on a oubliée, un document dont on ignore l'emplacement, c'est pas grave. Mais la mémoire n'est pas ici en cause. Ce qui est en cause dans ces conditions que je viens d'évoquer, c'est l'effort d'attention qui a fait défaut, dû à la fatigue peut-être, ou à une dépression née du stress, des vies surchargées et des vies trépidantes, c'est-à-dire des addictions. Si vous êtes quelqu'un de très frivole à l'alcool et je ne sais pas quoi, à la cigarette et tout, ou bien vous êtes tout le temps embrouillé, ça peut vous arriver de perdre momentanément la mémoire. Il faut savoir qu'il est difficile au cerveau d'enregistrer une information s'il est obnubilé par plusieurs choses à la fois. Le cerveau n'enregistre qu'une seule chose, mais s'il y a plusieurs choses, c'est impossible. Il faut s'inquiéter dans des situations où le cerveau ne peut pas enregistrer, stocker et utiliser des informations bien intégrées au préalable. On parle dans ce cas de troubles d'acquisition ou des troubles d'encodage. Ça, c'est des termes un peu spécialisés. On parle aussi de troubles de maintien d'un souvenir à long terme et des troubles de stockage.
À tout cela s'ajoutent les troubles de réutilisation de l'information stockée et à tout cela s'ajoute également ce que j'appelle le trouble de récupération. En milieu scolaire, il faut s'inquiéter pour un élève dont la mémoire immédiate ne peut conserver une information peu importante. Mémoire immédiate. Apprendre on dit trop à tu vas oublier. À oublier. Peu importe quelques caractères et chiffres durant un temps très limité. Il faut aussi s'inquiéter lorsque l'élève ne peut plus faire usage de sa mémoire de travail, très utile pour les apprentissages. Il y a une mémoire de travail. Si lui ne peut pas en fait utiliser cela, il faut s'inquiéter. Lorsqu'il perd les habitudes, lorsqu'il perd les gestes appris, perte due à la défaillance de la mémoire implicite, il faut s'inquiéter. Et la mémoire implicite, c'est la première composante de la mémoire à long terme. Alors, et c'est cette mémoire implicite qui gouverne les habiletés motrices et mentales. C'est cette mémoire implicite qui permet de marcher, de conduire sans y penser. Une information inscrite dans la mémoire implicite est tenace et difficile à effacer. Il faut aussi s'inquiéter lorsque l'élève perd le contrôle de sa mémoire explicite. On a parlé de la mémoire implicite tout à l'heure. Lorsqu'il perd le contrôle de sa mémoire explicite, la mémoire explicite, c'est une sorte de bibliothèque personnelle qui est réservée aux souvenirs, les événements familiaux, les connaissances scolaires. C'est la mémoire explicite qui garde ça. Et cette mémoire explicite, cette bibliothèque, est accessible à la conscience. Il faut davantage s'inquiéter dans des cas d'amnésie rétrograde, où l'élève oublie des faits anciens et des souvenirs antérieurs au début d'une maladie récente. Dans des cas d'amnésie rétrograde, où l'élève oublie des événements au fur et à mesure qu'ils se présentent. 5 minutes après, il ne se rappelle pas, alors que la mémoire des faits anciens est conservée. Il faut s'inquiéter dans des cas d'amnésie lacunaire, avec perte de mémoire concernant certaines périodes, alors que les autres souvenirs restent intacts. Et à ces difficultés d'apprentissage s'ajoutent ce que j'appelle les pesanteurs invisibles. Les pesanteurs invisibles dont très peu d'élèves, très peu de candidats connaissent les manifestations, encore moins les solutions. Il y a, faut-il le souligner, et c'est là l'importance de ce que je m'en vais dire maintenant, il y a dans l'environnement familial, il y a dans le voisinage immédiat ou lointain d'un candidat, d'un élève, il y a ce qu'on appelle la présence des forces d'inertie. Ça, il faut retenir ça. Un élève très brillant en classe se surprend parfois de ses échecs répétés aux examens. Ça arrive. Soit parce qu'il est victime de substitution, c'est l'élève qui est victime de substitution de copies, soit parce que le correcteur chargé d'apprécier ses travaux le jour de la correction dans le centre d'examen, dans le centre de correction, se trouve subitement, sans le vouloir et sans le savoir, pris au piège de ce que nous appelons le greffage. Et c'est là un autre mode opératoire en usage dans le monde des forces d'inertie. Donc les élèves, sans le savoir, violent aussi allègrement au quotidien une loi propre à la vie. Cette loi, elle est déclinée ainsi que suit. Cette loi, je vais vous la dire. Pas de liberté sans responsabilité et pas de responsabilité sans propriété. C'est une loi utile dans la réussite scolaire. Mais cette loi utile perd sa dynamique qui permet de faire face aux menaces sur la santé, aux blocages divers, au stress et à l'angoisse dès que vous la violez. Et quels sont les éléments constitutifs du programme de soutien? Ça, c'est la deuxième partie de mon intervention du jour. C'est au profit des candidats, je l'ai dit tout à l'heure. Et le contenu destiné aux candidats, ça repose sur 2 chapitres clés. La place prépondérante des déterminants visibles et invisibles dans la réussite aux examens. Ça, c'est la première partie, c'est le premier chapitre. Le second chapitre, c'est la responsabilité du candidat dans la gestion du facteur succès. Alors, à l'occasion de la formation, on va insister sur les principaux postulats du candidat,
comment rester en permanence dans le champ de la connaissance. Comment il faut rester dans le champ de la connaissance. On va insister là-dessus pendant la formation. Comment maintenir sa force spirituelle tout le long de l'examen et comment sécuriser ses copies. Parce que si les copies ne sont pas sécurisées, quelqu'un peut les remplacer facilement. Comment mettre ces copies à l'abri des intentions malveillantes et comment gérer le stress. Le stress, ça tue. Maintenant, au profit des parents, ça c'est la deuxième catégorie de la cible. Donc les parents des candidats, le contenu de formation que je leur propose repose sur 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est le contexte dans lequel se déroulent les examens ici au Bénin. Le deuxième chapitre, c'est la place prépondérante des déterminants invisibles dans la réussite aux examens, pour que les parents sachent ce qui se passe réellement avec leurs enfants candidats. Et le troisième chapitre, c'est la responsabilité du parent dans la gestion du facteur succès. Et un accent sera mis sur les déterminants invisibles. Et quand je parle de déterminants invisibles, je pense au transfert de la volonté parentale de réussir. La volonté que tu as de voir ton enfant réussir, comment il faut transférer cela à ton enfant. C'est un exercice que nous faisons et ceux qui sont passés par l'ISEP pendant ces moments ont beaucoup témoigné de l'efficacité de ces exercices. À cela, il faut ajouter les conditions psychologiques d'un bon suivi, de proximité. Et puis, il faut essayer également d'être en relation avec l'école. Voilà ce que je voudrais apporter pour ces échanges de ce jour. Devenir maître de sa destinée. Une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. À l'ISEP, nous recevons la clé Avec Maître Justin Dongbehoundé, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations, découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. pourvu de lumière et dans la plénitude. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Inonde les